Mon mari, Alexandre Lambert, ne m'a jamais vue comme une personne. J'étais un actif, un bel ajout à son portefeuille, l'épouse parfaite complétant son style de vie à plusieurs millions d'euros. Cette nuit-là, en le regardant tournoyer dans les bras de sa nouvelle acquisition plus jeune, j'ai instinctivement posé la main sur mon ventre, sur le secret qui attendait le moment parfait pour être partagé. Il dansait comme si je n'existais pas, comme si toute notre vie commune n'était rien. Il ne savait pas que pour moi, ce n'était pas la fin. C'était un compte à rebours. Et au matin, sa femme et son monde si soigneusement construit auraient disparu. Les lustres de cristal du grand salon de l'Hôtel-Dieu de Lyon illuminaient l'élite de la ville. C'était le gala annuel de la fondation Lumière d'étoiles, le sommet étincelant de la saison philanthropique. Et moi, Amélie Dubois, je jouais mon rôle à la perfection. Ma robe en soie émeraude, une commande spéciale d'un créateur approuvé par Alexandre, moulait un corps qui gardait le secret le plus intime de ma vie. Enceinte de 3 mois, je n'étais encore qu'un murmure d'une nouvelle réalité, un secret connu de moi seule. Alexandre a toujours été un danseur stupéfiant. C'était l'une des premières qualités qui m'avait captivée lorsque nous nous étions rencontrés à un gala de charité universitaire il y a 10 ans. Aujourd'hui, son smoking sur mesure épousait sa silhouette athlétique tandis qu'il menait Manon Lefèvre dans un tango complexe et passionné. Sa robe écarlate était comme un défi face à l'élégance feutrée de la salle de bal. Une couleur choisie pour être vue, pour s'affirmer. Il se mouvait comme un seul être, une entité enflammée et indivisible. Leur corps racontait une histoire de rencontres secrètes et de désirs partagés. « Ils forment un couple magnifique, n'est-ce pas ?» murmura une voix à côté de moi. Camille Martin, la femme d'un des associés juniors d'Alexandre, tenait son kir royal comme une arme. Cependant, son regard n'était pas fixé sur le couple dansant, mais sur moi. Elle cherchait une fissure dans mon sang-froid. Alexandre a toujours apprécié une partenaire capable de le suivre, répondis-je, et ma voix était un modèle de calme. J'ai pris une lente gorgée de badois. Les bulles pétillaient sur ma langue, contrastant vivement avec l'acide qui bouillait dans mon âme. Je savais tout depuis 6 mois. Tout a commencé avec l'odeur d'un parfum étranger sur ses chemises, les nuits tardives au bureau qui se prolongeaient jusqu'à l'aube et les rapports financiers que, avec mon diplôme d'architecte oublié et mon souci du détail, j'ai commencé à éplucher. Manon n'était pas seulement le symptôme d'un mariage en ruine, elle était une acquisition stratégique. En tant qu'analyste junior dans une entreprise concurrente, son accès à l'information était presque aussi attrayant pour Alexandre que sa jeunesse. Il m'a vue. Ses yeux ont balayé la salle bondée dans ma direction pendant une fraction de seconde. Il n'y avait aucune culpabilité dans son regard, juste une brève irritation, presque imperceptible, comme si ma présence était un inconvénient mineur qu'il devait gérer. Il a fait tournoyer Manon, son rire résonnant. Et à cet instant, je n'étais pas sa femme. J'étais une spectatrice qu'il avait oublié de congédier. Le poids de l'alliance en platine à mon doigt semblait insupportable. Les chaînes d'une vie qui m'étouffaient lentement. C'est lui qui m'avait convaincue de quitter mon propre cabinet d'architecture. « Juste pour quelques années, Amélie, » disait-il d'une voix douce comme le miel. « Le temps que Lambert Capital soit sur pied. Et ensuite, nous construirons ton rêve. » Les années ont passé. Lambert Capital est devenu un géant dans le monde de l'investissement privé, et mes plans prenaient la poussière dans un coin oublié de notre hôtel particulier du quartier des Brotteaux. Mon rêve s'était transformé en un petit passe-temps. Je me suis frayé un chemin à travers la foule. Le brouhaha des conversations sur les stock options, et l'été à Saint-Tropez, se transformait en un bruit sourd. Je me suis retrouvée près d'une petite table de cocktail libre au bord de la piste de danse. L'orchestre passa à une mélodie plus lente, plus intime. Alexandre a attiré Manon plus près de lui. Sa main s'est posée avec autorité sur le bas de son dos. Sa tête reposait sur son épaule. Leurs visages étaient si proches qu'ils respiraient le même air.
c'était le moment. Celui que j'avais répété dans ma tête 1000 fois, le point de non-retour. J'ai retiré la bague de mon doigt. Le métal était froid, un contraste saisissant avec la chaleur de ma détermination. C'était une belle bague, un diamant impeccable de 5 carats qu'Alexandre avait offert comme symbole de sa loyauté inébranlable. Je savais maintenant que ce n'était qu'un autre investissement, destiné à prendre de la valeur et à assurer ma soumission. Je me suis approchée du bord de la piste de danse, me plaçant directement dans leur champ de vision, alors qu'ils se tournaient. Les yeux d'Alexandre se sont légèrement agrandis. Une ombre de confusion a traversé son visage parfaitement impassible. Le sourire triomphant de Manon a vacillé quand elle m'a vu approcher. « Amélie » prononça Alexandre d'une voix basse avec une pointe d'avertissement. « Que fais-tu » ?»« Je ne fais qu'admirer la performance » dis-je d'une voix égale et claire qui perça la musique. « C'est tout un spectacle ?» Je suis passée devant eux jusqu'à la table où ils avaient laissé leur coupe de champagne et, avec un bruit doux et délibéré qui sembla faire taire toute la salle, j'ai posé l'alliance sur le bois poli à côté de sa coupe. « Continue de danser, Alexandre » dis-je doucement en le regardant dans les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, je ne ressentais aucune peur, seulement un vide immense et libérateur. Ma main a glissé vers le bas, s'attardant un instant sur la courbe douce de mon ventre. Tu ne remarqueras même pas mon absence. Je me suis retournée avant qu'il ne puisse répondre, avant que son esprit ne puisse saisir ce défi public et l'audace même de mon acte. Je marchais, sans courir, à travers la mer de spectateurs qui s'écartaient, le dos droit et la tête haute. Derrière moi, je sentais une vague de chaos, la première secousse du tremblement de terre qui allait détruire le monde parfait d'Alexandre Lambert. Il ne me rattrapera pas. Le temps qu'il se démêle des bras de sa maîtresse et de sa propre fierté. Je serai un fantôme, en route vers un avenir que j'ai soigneusement conçu sans lui. Un avenir pour deux. Une Peugeot 508 noire banalisée attendait, moteur allumé, à l'entrée de service est de l'hôtel. Comme promis, l'homme au volant, Thomas Moreau, ne m'a pas regardé quand j'ai glissé sur le siège passager. Il regardait dans le rétroviseur. Son visage était un masque de concentration calme. Thomas et moi étions amis depuis l'université, bien avant qu'Alexandre n'entre dans ma vie. C'était un analyste en cybersécurité, un homme qui voyait le monde en schéma et en failles, et le seul qui connaissait toute la vérité sur ma cage dorée. « Tu l'as fait ?» dit-il à voix basse en quittant le trottoir et en s'insérant fluidement dans le flot de circulation de Lyon. « Tu vas bien ?»« Je vais mieux que je n'ai jamais été ces 10 dernières années, » murmurai-je. L'adrénaline des 10 dernières minutes commençait à se dissiper, laissant derrière elle un espace vide et vibrant. J'ai réprimé l'envie de regarder en arrière. L'hôtel étincelant et la vie qu'il représentait ne méritaient pas un regard d'adieu. L'amitié avec Thomas était l'une des rares choses qu'Alexandre n'avait jamais réussi à s'approprier ou à détruire. Il avait essayé, bien sûr, avec dédain, en appelant Thomas « mon ami l'informaticien ». Mais Thomas avait vu clair en Alexandre depuis le début. « Il ne te regarde pas », m'avait dit Thomas un jour, il y a des années, après un dîner. « Il regarde à travers toi ce que tu lui renvoies. » À l'époque, j'avais été offensée. Maintenant, la justesse de son jugement m'apportait un réconfort glaçant. La voiture ronronnait, nous emportant. Le panorama de la ville était un spectacle à couper le souffle de lumière et d'acier. C'était la ville où j'avais rêvé de construire, de laisser ma marque avec des bâtiments de verre et de béton. Maintenant, je la quittais, fugitive de ma propre vie. « Il va appeler, » dit Thomas, brisant le silence. « Il est probablement en train de faire exploser ton téléphone en ce moment même. » J'ai fouillé dans ma pochette, j'ai sorti l'iPhone couleur or rose qu'Alexandre m'avait offert pour mon anniversaire, et sans hésiter, je l'ai éteint. D'ici demain matin, ce numéro n'existera plus. Un souvenir a refait surface, notre 2e anniversaire.
Nous étions dans notre maison à moitié meublée du quartier des Brotteaux, au milieu des cartons de déménagement. Je venais de décrocher mon premier grand contrat indépendant, un projet de rénovation de la bibliothèque municipale historique. J'étais ravie. J'ai étalé les plans sur notre nouvelle table à manger. Ma voix tremblait de passion pendant que j'expliquais ma vision de l'espace. Alexandre a écouté pendant environ 3 minutes, avec un sourire poli et absent. Puis, il a soigneusement enroulé mes plans. « C'est merveilleux, ma chérie, un excellent petit passe-temps pour t'occuper, » a-t-il dit. « Maintenant, concernant la collecte de fonds pour le conseiller municipal le mois prochain. J'ai besoin que tu présides le comité d'organisation. C'est crucial pour l'expansion de Lambert Capital. » Je me souviens de l'air qui a quitté mes poumons, de mon enthousiasme qui s'est flétri sous le poids de son mépris désinvolte. Un passe-temps. Toutes mes années d'études, ma passion, mon talent, tout était réduit à un passe-temps. C'est à ce moment-là que j'ai compris pour la première fois que notre partenariat n'était pas une collaboration. C'était une entreprise où il était le PDG et j'étais la directrice des réceptions, joliment décorée et non rémunérée. Les compromis ont commencé là. D'abord petits, puis ils ont tout englouti. J'ai quitté mon cabinet, j'ai présidé ses comités, j'ai reçu ses clients, j'ai organisé notre vie pour qu'elle soit la toile de fond impeccable de ses ambitions. Je suis devenue l'architecte de ma propre prison. « Nous allons vers le nord, » dit Thomas, me tirant de mes souvenirs. « Le gîte dans le Morvan est prêt. Tu y seras en sécurité pendant quelques jours, jusqu'à ce que nous commencions la phase suivante. »« Et le paquet ?» demandai-je d'une voix tendue. « Dans la boîte à gants, il y a une nouvelle identité, un nouveau téléphone et les accès au compte. Je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait un permis de conduire au nom de Léa Blanchard. La femme sur la photo était moi, mais en même temps pas moi. Des cheveux couleur miel, une expression neutre et indéchiffrable. Il y avait aussi une carte de débit d'une banque suisse et un smartphone sécurisé. Léa Blanchard. Ce nom sonnait étrangement sur ma langue. Le nom d'une inconnue qui allait devenir mon salut. « Il pensera que tu es parti chez tes parents, à Nice, » dit Thomas, prédisant correctement la pensée linéaire et arrogante d'Alexandre. « Ou que tu te caches dans un spa. Il ne lui viendra jamais à l'esprit de te chercher dans un gîte rustique à 3 régions d'ici. Il pense que tu es incapable de survivre sans un hôtel 5 étoiles. » Il avait raison. La perception qu'Alexandre avait de moi était sa plus grande faiblesse et mon plus grand atout. Il voyait une femme décorative et fragile. Il allait rencontrer la femme qu'il avait enterrée sous des années de négligence et de condescendance. Alors que nous traversions la frontière de la région et que les lumières de la ville cédaient la place à l'obscurité profonde de la campagne, j'ai pensé à l'échographie cachée dans mon portefeuille, un minuscule grain de vie scintillant. Alexandre n'en savait rien. J'avais prévu de lui dire aujourd'hui. C'était une dernière tentative désespérée de voir s'il restait quelque chose d'humain chez l'homme que j'avais épousé. Sa danse avec Manon avait été une réponse cruelle. Ce n'était plus une simple fuite, c'était une opération de sauvetage. Je ne me sauvais pas seulement moi-même, mais aussi l'enfant qui méritait de naître dans un monde libre de l'ombre étouffante de son père. Le fantôme d'Amélie Dubois disparaissait à chaque kilomètre, et à sa place, Léa Blanchard commençait à prendre forme, forgée dans la trahison et animée par un amour maternel, féroce et indestructible. Le gîte était niché dans les forêts du nord de la Bourgogne, une maison rustique en A, sentant le pin et la fumée de bois. Il appartenait à une société écran que Thomas avait créée des années auparavant, une forteresse numérique avec une adresse physique. À l'intérieur, un feu crépitait déjà dans la cheminée en pierre. Tout était simple, chaleureux et plus accueillant que l'hôtel particulier méticuleusement décoré que j'avais quitté. « Ton sac de fuite est dans la chambre », dit Thomas en posant son ordinateur portable sur la lourde table basse en bois. « L'essentiel y est. Quant au reste de tes affaires, il faudra les considérer comme des pertes de guerre. » J'ai pensé à mes livres d'architecture, à ma table à dessin, aux maquettes inachevées de bâtiments qui ne seraient jamais construits.
Ce n'était pas que des choses, c'étaient des morceaux de moi-même que j'avais laissés amputer. Ce n'est pas grave, dis-je, une légère vibration dans ma voix. Ils appartenaient à une autre personne. Thomas a ouvert son ordinateur portable. D'accord. Deuxième phase. Le compte offshore est actif. Le premier virement a eu lieu il y a 1 heure. Exactement 50% de tous les actifs liquides, légaux, communs. Ni plus, ni moins. Pendant des mois, avec l'aide secrète d'un expert comptable judiciaire vérifié par Thomas, j'avais suivi les labyrinthes de nos finances. J'avais méticuleusement séparé l'argent que nous avions gagné et épargné ensemble, des investissements obscurs et des comptes privés qu'Alexandre avait créés à mon insu. Je ne prenais que ce qui m'appartenait légalement. Le reste, la preuve de sa tromperie, était ma police d'assurance. Le dispositif de sécurité automatique est activé, a poursuivi Thomas. Ses doigts volaient sur le clavier. C'était son idée. Un serveur cloud sécurisé abritait des copies de chaque document accablant que j'avais trouvé. Si je ne me connectais pas avec un code spécial toutes les 72 heures, l'ensemble du dossier serait automatiquement envoyé au conseil d'administration de Lambert Capital, à l'AMF et à un journaliste financier de premier plan des Échos. C'était une épée de Damoclès numérique suspendue au-dessus de la tête d'Alexandre. Je me suis assise sur le canapé en cuir chaud. La chaleur du feu était un réconfort bienvenu. L'adrénaline s'était complètement dissipée, remplacée par une profonde fatigue. Maintenant que la fuite était une réalité, tout le poids de ce que j'avais fait et de ce qui m'avait été fait s'est abattu sur moi. La liaison avec Manon était la trahison la plus visible, mais pas la blessure qui nous a finalement séparés. Le véritable coup de grâce avait été porté il y a 3 mois. Alexandre était censé être à une réunion de partenaires à Courchevel. Je cherchais de vieux documents fiscaux dans son bureau à la maison, quand ma main a touché une lame de parquet lâche sous son bureau. Mon œil d'architecte avait déjà remarqué qu'elle n'était pas tout à fait de niveau. Poussé par la curiosité, je l'ai soulevée. À l'intérieur se trouvait un dossier en cuir. Il ne contenait ni action, ni lettre d'amour secrète. Il contenait des documents hypothécaires, plus précisément les documents d'une deuxième hypothèque de 2,5 millions d'euros contractée sur notre maison du quartier des Brotteaux, entièrement payée. Ma signature était sur chaque page, une contrefaçon impeccable et incontestable. Le notaire était un jeune employé de son entreprise. Je me souviens d'avoir regardé ses papiers, tout devenait flou. Il ne se contentait pas de me tromper, il avait volé nos fondations, le seul actif tangible qui devait être notre avenir commun. L'argent avait été viré sur un compte auquel je n'avais pas accès, lié à une SARL dont je n'avais jamais entendu parler. Quand je l'ai confronté, il a balayé mes inquiétudes. C'est une solution temporaire à un problème de liquidité, Amélie. Un investissement brillant pour l'entreprise. Les rendements seront astronomiques. Tu dois me faire confiance. Fais-moi confiance. Ces 2 mots qu'il avait utilisés pour démanteler ma vie, pièce par pièce. Fais-moi confiance quand je t'ai dit que tu devais quitter ta carrière. Fais-moi confiance quand j'ai dit que nous devions utiliser ton héritage pour la compte de la maison. Fais-moi confiance quand j'ai dit que je n'avais rien avec Manon. À ce moment-là, l'amour s'est éteint. Pas dans une explosion de feu, mais dans le vide froid et silencieux de la découverte. La planification de mon départ a commencé le lendemain. La liaison n'était qu'un bruit de fond. La signature falsifiée était un acte de confrontation directe. Amélie, la voix de Thomas était douce, me tirant des ténèbres de mes souvenirs. Tu penses à ça, à la maison ? J'ai hoché la tête, incapable de parler. Ce qu'il a fait était plus qu'un crime, dit-il en me regardant fixement. Il a regardé la maison que vous aviez construite ensemble, l'avenir que vous aviez planifié, et il l'a utilisé comme n'importe quel autre actif sur son bilan, y compris toi. Il avait raison. Dans le monde d'Alexandre, tout et tout le monde avait un prix. Il avait calculé ma valeur et décidé que je valais moins qu'un investissement à haut risque. Il n'avait pas pris en compte une chose. Je n'étais plus disposée à être sous-évaluée. J'ai pris le nouveau téléphone sur la table. Sa surface était froide et inconnue. L'application de la banque privée que Thomas avait installée était à l'écran. Je me suis connectée, et voilà,
Le solde, représentant non seulement de l'argent, mais la liberté, l'avenir. Assez pour tout recommencer, quelque part très loin, où Léa Blanchard pourrait construire quelque chose de nouveau, non seulement pour elle-même, mais aussi pour la petite vie qui grandissait en elle. « Merci Thomas », dis-je, sentant que ces mots étaient totalement insuffisants. « Je n'aurais pas pu. »« Je sais », m'interrompit-il doucement. « Tu aurais fait la même chose pour moi. Maintenant dors. Le vrai travail commence demain. » Alors que j'étais allongée dans la petite chambre d'amis du gîte, écoutant le vent soupirer dans les pins, j'ai senti le premier frémissement dans mon ventre. Une impulsion minuscule et rassurante. C'était une promesse. Je ne fuyais pas seulement un homme, je courais vers un avenir. Et pour la première fois depuis très longtemps, j'en serais la seule architecte. Je me suis réveillée au bourdonnement insistant du téléphone sécurisé. L'horloge numérique indiquait 7h12 du matin. La lumière du soleil filtrait par la fenêtre du gîte, dessinant des bandes sur le parquet. C'était Thomas. Sa voix était sombre, dépourvue de son calme habituel. Il bouge plus vite que prévu. Il a déjà appelé la police. Je me suis assise. Mon cœur a commencé à battre sauvagement contre mes côtes. Ils vont le faire attendre 24 heures. Un adulte a le droit de partir. Normalement, oui, dit Thomas. Mais Alexandre Lambert n'est pas un homme ordinaire. L'année dernière, il a fait un don d'un demi-million d'euros à la campagne de réélection du préfet de police. Il traite cela comme une affaire de disparition à haut risque prioritaire. Il joue la carte du mari inquiet et il la joue à fond. Un frisson a parcouru ma colonne vertébrale. J'avais sous-estimé son audace, sa capacité à manipuler les systèmes mêmes qui sont censés protéger les gens. Je suis allée dans le salon où une chaîne d'information en continu passait sur la petite télévision. Et le voilà. Alexandre se tenait sur les marches de notre hôtel particulier. Son visage était un masque de détresse soigneusement étudié. Manon n'était nulle part en vue. Il portait un costume gris austère. Son expression était grave alors qu'il s'adressait à une foule de journalistes. « Je prie pour le retour de ma femme en toute sécurité, disait-il, la voix tremblante d'émotion. Amélie était soumise à un stress énorme ces derniers temps. Elle n'était pas elle-même. Je crains qu'elle ne soit désorientée, confuse. Si quelqu'un l'a vue, veuillez contacter immédiatement les autorités. Nous voulons juste qu'elle rentre à la maison en toute sécurité. » Stressée, désorientée, confuse. Ces mots étaient des fléchettes empoisonnées, conçues pour me discréditer avant même que je puisse parler. Il construisait sa narration. Je n'étais pas une femme fuyant un mariage toxique. J'étais une épouse mentalement instable, ayant fait une dépression nerveuse. C'était brillant, et c'était diabolique. Le scénario classique, grinça la voix de Thomas au téléphone. S'il ne peut pas être le héros, il sera la victime. Mais il y a pire. Il offre une récompense de 50 000 euros. 50 000. C'est assez pour transformer chaque pompiste, employé de motel et voisin curieux de Lyon à la côte en un informateur potentiel. Ma sécurité et mon anonymat s'évaporaient à chaque mot qu'il prononçait. Il triangule la dernière position de ton ancien téléphone près de l'hôtel, a poursuivi Thomas. Il faut récupérer les enregistrements de toutes les caméras de surveillance du quartier. Ma voiture sera sur les images. Tu dois t'en débarrasser, dis-je instantanément. J'y travaille déjà. Je rencontre un homme à Dijon qui est spécialisé dans la disparition de véhicules. Mais cela accélère tout, Amélie. Tu dois te transformer et être en route d'ici midi. J'ai regardé mon reflet dans l'écran sombre de la télévision. Cheveux châtain foncé, très familier. C'était le visage d'une personne disparue. C'était une vulnérabilité. Dans la salle de bain, les fournitures que Thomas avait rassemblées étaient disposées comme des instruments de chirurgien. Des boîtes de teinture pour cheveux blond miel, des lentilles de contact colorées, des palettes de maquillage conçues pour le contouring, pour altérer la structure même du visage. La transformation physique d'Amélie en Léa devait avoir lieu maintenant, et elle devait être parfaite. Pendant que l'odeur âcre de la teinture pour cheveux remplissait la petite pièce, je pensais au spectacle d'Alexandre. Il était un maître de la manipulation, non seulement des finances,
mais des gens. Pendant des années, il m'avait manipulée, me convainquant que mes ambitions étaient petites et insignifiantes par rapport à sa grande vision. Maintenant, il faisait la même chose avec toute la ville. Mon ancienne vie semblait être un pays lointain. La femme qui organisait des dîners élégants et choisissait des échantillons de tissus semblait être une étrangère. Cette femme aurait été terrifiée. Elle aurait été brisée par la trahison publique d'Alexandre. Mais Léa Blanchard n'était pas brisée, elle était concentrée. Alors que je rinçais la teinture foncée de mes cheveux, la regardant s'écouler dans le drain comme les restes d'une vie passée, le téléphone sécurisé a de nouveau sonné. C'était une alerte d'information d'un journal économique local que Thomas avait transféré. Le titre disait « Lambert Capital annonce une expansion majeure en Europe. Ouverture d'un bureau à Londres au 4e trimestre. » Je me suis figée. L'eau gouttait de mes nouveaux cheveux blonds sur le sol. L'article détaillait le plan ambitieux d'Alexandre d'établir un siège à Londres. Il le citait abondamment sur sa vision de la domination du marché mondial. L'article était daté de 2 jours plus tôt, la veille du gala. Il avait planifié un déménagement majeur qui changeait la vie, sur un autre continent, et il ne m'avait pas dit un mot. Mon esprit a fait des connexions frénétiques. La 2e hypothèque, la SARL mystérieuse, les comptes vidés. Ce n'était pas pour résoudre un problème de liquidité pour son entreprise. Il finançait sa propre fuite, une fuite qui n'avait manifestement pas de place pour moi. Puis Thomas a envoyé un 2e lien, cette fois d'un blog sur l'immobilier de luxe international. Le titre a été un coup de poing dans l'estomac. Penthouse à Knightsbridge vendu à un financier français pour 8,5 millions d'euros. L'article comportait une photo. On y voyait un Alexandre radieux, debout sur le balcon d'un appartement somptueux avec une vue panoramique sur Hyde Park. Et à côté de lui, tenant son bras, se tenait Manon Lefebvre. Le sol a semblé se dérober sous mes pieds. Pendant tout ce temps, j'avais méticuleusement planifié ma fuite loin de lui, croyant avoir une longueur d'avance, mais il avait planifié sa propre sortie depuis le début. Une nouvelle entreprise, un nouveau continent, une nouvelle vie avec une nouvelle femme. Je n'étais pas seulement trahie, j'étais destinée à être abandonnée. Ma disparition n'a pas ruiné ses plans, elle n'en était qu'un début prématuré et gênant. Une rage étrange et froide m'a envahie, chassant la peur. Cela changeait tout. Mon plan n'était plus de simplement disparaître et de recommencer, c'était maintenant une lutte pour la survie contre un homme qui aurait abandonné sa femme enceinte sans rien d'autre qu'une montagne de dettes et une signature falsifiée. J'ai regardé la femme blonde qui est apparue dans le miroir. Ses yeux étaient toujours ceux d'Amélie, mais ils brûlaient d'une nouvelle lumière dure. « Thomas, dis-je au téléphone, ma voix dépourvue de toute trace de tremblement. Les plans changent. Je ne vais pas me cacher dans le centre de la France. Prends-moi un billet, je vais à Londres. Si Alexandre Lambert veut construire un nouvel empire, je serai là pour le voir s'effondrer. » Un silence stupéfait s'est installé à l'autre bout de la ligne. « Londres ?» a finalement dit Thomas, sa voix un mélange d'incrédulité et de respect naissant. « Amélie, c'est le cœur de sa nouvelle opération. C'est le dernier endroit où tu devrais être. »« Non !» ai-je rétorqué, ma voix se raffermissant avec une assurance retrouvée. « C'est le seul endroit où je peux être. Il cherchera une femme au cœur brisé, anéantie, cachée dans une petite ville française. Personne ne cherchera une consultante en architecture confiante et prospère qui lance un nouveau cabinet au Royaume-Uni. Ils chercheront Amélie Dubois. Ils ne remarqueront même pas Léa Blanchard. » Mon esprit travaillait vite. L'architecte en moi voyait les failles structurelles du grand dessein d'Alexandre. Il était arrogant. Il croyait avoir déjoué tout le monde, en particulier moi. Son arrogance était une faiblesse que je pouvais exploiter. Se cacher est un mouvement défensif. Aller à Londres est offensif. « C'est de la folie !» a soufflé Thomas. « Mais c'est aussi génial ! Une manœuvre de diversion classique. Mais t'envoyer là-bas par un vol commercial est impossible. Ton visage, même modifié, est un trop grand risque. Les systèmes de reconnaissance faciale, Alexandre te mettra sur toutes les listes de surveillance possibles.
Alors nous trouverons un autre moyen, dis-je en séchant déjà mes cheveux blonds avec une serviette. La transformation était saisissante. La couleur blonde changeait tout le ton de ma peau, la nuance de mes yeux. Je devenais déjà quelqu'un d'autre. Il y a un réseau, a dit Thomas après une longue pause. Des gens que je connais de par mon travail, pas des criminels mais des spécialistes. Ils aident les gens à disparaître. Des journalistes en danger, des témoins, des gens comme toi. C'est un réseau profond, et c'est cher. Mais ils peuvent t'emmener à Londres sans laisser de traces papier. Utilise-le, dis-je sans hésitation. L'argent sur le compte suisse était pour ça, pour la survie. Pendant que Thomas passait un appel, j'ai terminé ma transformation. J'ai mis des lentilles de couleur noisette, transformant mes yeux marron foncé en une teinte chaude et indéfinissable. J'ai utilisé le contouring, modifiant légèrement la forme apparente de mes pommettes et de ma mâchoire. J'ai enfilé des vêtements simples et pratiques du sac. Un jean, un pull en cachemire, des bottes confortables. Rien qui ne ressemble aux marques de créateurs que préférait Amélie. Quand je me suis regardée dans le miroir, une inconnue me fixait, convaincante, discrète, indisible. 1 heure plus tard, Thomas a rappelé. « Tout est prêt. Dans 2 heures, une femme viendra te chercher. Elle s'appelle Geneviève. Elle conduit un Renault Trafic usé. Officiellement, son entreprise transporte des œuvres d'art rares. Tu seras sa cargaison. Elle t'emmènera à un aérodrome privé dans la campagne de l'Ain. De là, un avion cargo jusqu'à une escale en Islande. Puis un autre jusqu'à un petit aéroport près de Londres. Pas de passeport, pas de terminaux commerciaux. L'efficacité était stupéfiante. C'était un monde dont je ne soupçonnais pas l'existence, opérant dans l'ombre de celui qu'Alexandre dominait. « Amélie, je dois me faire discret maintenant, » a dit Thomas d'une voix lourde. « Dès qu'ils identifieront ma voiture sur les enregistrements de l'hôtel, ils viendront me chercher. Ils surveilleront mes communications, mes finances. Je m'y suis préparée, mais je ne peux pas risquer de les mener à toi. À partir de maintenant, tu es Léa Blanchard. Nous ne pourrons pas communiquer directement avant que tout cela ne soit terminé. » La finalité de ces mots m'a frappée avec une force inattendue. Thomas était ma ligne de vie. Maintenant, la corde était coupée. « Comment saurais-je que tu vas bien ?» demandai-je, sentant un nœud de peur se serrer dans ma poitrine. Chaque vendredi, je ferai un petit don anonyme au Fonds mondial pour la nature en ligne. Si tu vois le don, je suis en sécurité. Si une semaine passe sans, il n'a pas eu besoin de finir. Prends soin de toi, Thomas. Et toi aussi, Léa, a-t-il dit en utilisant le nouveau nom pour la première fois. L'appel s'est terminé. Je suis restée dans le gîte silencieux, complètement et absolument seule. Un instant, le poids de tout cela a menacé de m'écraser. J'étais une femme enceinte avec un faux nom, sur le point d'être transportée clandestinement à travers l'Atlantique dans un avion cargo, vers une confrontation avec un homme puissant et impitoyable. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai posé ma main sur mon ventre. Le faible frémissement que j'avais senti plus tôt était plus fort. Un petit rappel de pourquoi je faisais tout ça. Ce n'était pas seulement mon combat, c'était le nôtre. J'ai mis le reste de mes affaires dans un simple sac à dos. J'ai essuyé chaque surface du gîte, effaçant toute trace de ma présence. En attendant Geneviève, j'ai allumé le nouvel ordinateur portable et j'ai commencé mes recherches. Je n'allais pas à Londres juste pour me cacher, j'y allais pour construire. J'ai cherché de petits cabinets d'architecture indépendants, des espaces de coworking pour les professionnels de la création, des événements de réseautage de l'industrie. J'ai commencé à jeter les bases de la vie professionnelle de Léa Blanchard avant même qu'elle ne mette les pieds dans la ville. Alexandre avait effacé Amélie Dubois. Il ne pourrait jamais toucher à la carrière de Léa Blanchard. Il pensait qu'il construisait un empire mondial. Il n'avait aucune idée qu'un fantôme arrivait. Un fantôme qui connaissait tous ses secrets et n'avait rien à perdre. Le chasseur était sur le point de devenir la proie, et le jeu se déplaçait sur un nouveau continent. Le Renault Trafic marron qui s'est arrêté devant le gîte ressemblait exactement à ce que Thomas avait décrit. Discret et légèrement cabossé.
La femme qui en est sortie avait la soixantaine. Elle avait des yeux vifs et intelligents et des cheveux argentés attachés en une tresse pratique. Elle portait une simple veste en jean et se tenait avec une aura d'autorité tranquille. « Léa » a-t-elle demandé d'une voix basse et directe, à de politesse. « Oui » ai-je répondu. « Je suis Geneviève. Allons-y. Nous avons un emploi du temps serré. » L'arrière de la camionnette était étonnamment high-tech. Il était climatisé, avec des attaches sécurisées et des compartiments rembourrés. Mon sac à dos a été rangé et j'ai été attachée à un petit siège passager dissimulé. C'était un espace sans fenêtre, un coffre-fort mobile isolant du monde. Conçu pour transporter des objets de valeur inestimable. Aujourd'hui, cet objet, c'était moi. Nous avons roulé en silence pendant plusieurs heures. Geneviève était une conductrice concentrée et méthodique. Ses yeux balayaient constamment la route et les rétroviseurs. C'était une professionnelle, et sa compétence était étrangement réconfortante dans cette obscurité désorientante. « Thomas m'a parlé de ton changement de plan », a-t-elle finalement dit. Sa voix provenait d'un petit interphone. « C'est une décision audacieuse. La plupart des gens dans ta situation se contentent de fuir. »« Mon mari ne m'a pas laissé le choix, » ai-je dit. « Fuir ne suffit pas. Les hommes comme lui ne lâchent pas prise si facilement, » a remarqué Geneviève. « Ils voient les gens comme une propriété. Quand une propriété est volée, ils brûleraient le monde entier pour la récupérer. Pas parce qu'elle leur manque, mais parce que leur fierté ne supporte pas la perte. » Ces mots décrivaient perfectly la mentalité d'Alexandre. Sa recherche frénétique n'était pas née de l'amour ou de l'inquiétude. C'était une tentative désespérée de reprendre le contrôle d'une situation qui lui échappait. Nous sommes arrivés à un petit aérodrome privé au milieu de nulle part. L'avion était un jet cargo sans particularité. Le pilote et le copilote ont salué Geneviève d'un signe de tête, mais n'ont posé aucune question. On m'a conduite à bord et installée dans un petit compartiment pressurisé près du cockpit. C'était rudimentaire, mais sécurisé. Quand l'avion a décollé, laissant derrière moi le pays que j'avais autrefois appelé ma maison, la réalité de ma nouvelle vie a commencé à s'installer. Je n'étais plus Amélie Dubois. J'étais une cargaison. J'étais un secret. J'étais libre. Le voyage a été un kaléidoscope d'obscurité, de bourdonnement de moteurs et de sommeil intermittent. Quand nous avons finalement atterri, c'était sur une autre piste isolée, cette fois entourée par le paysage volcanique austère de l'Islande. Une autre équipe, tout aussi professionnelle et silencieuse, m'a transférée dans un autre avion. La deuxième partie du voyage a été plus courte. Quand les portes du cargo se sont à nouveau ouvertes, l'air qui m'a accueilli était frais et humide. Il sentait la pluie et la terre verte. J'étais en Angleterre. Geneviève m'attendait. Cette fois, elle nous a conduits de l'aérodrome dans une berline modeste. Nous nous sommes dirigés vers Londres. Le tissu urbain s'est progressivement densifié autour de nous. « Nous avons un endroit pour toi », À l'intérieur se trouvait un permis de conduire britannique, une carte de sécurité sociale et des relevés bancaires britanniques montrant un historique financier modeste mais stable. Il y avait des diplômes de l'école d'architecture de Lyon et un master de l'EPFL de Lausanne dont les archives avaient heureusement été détruites dans l'incendie d'un serveur 10 ans plus tôt. L'historique professionnel était une œuvre d'art. Il présentait Léa Blanchard comme une consultante indépendante, ayant travaillé pour plusieurs cabinets d'architecture qui avaient depuis été absorbés par d'autres sociétés ou avaient fait faillite, rendant la vérification difficile, mais pas impossible. « Ton empreinte numérique est déjà créée », a expliqué Geneviève. Un profil LinkedIn, une correspondance professionnelle antidatée, même quelques comptes de médias sociaux avec des paramètres de confidentialité élevés. Assez pour paraître réel à quiconque effectue une recherche superficielle. Mais la partie la plus importante était le dernier document. C'était une brève description de la spécialisation professionnelle de Léa Blanchard.
consultante spécialisée dans l'intégration des cultures d'entreprise et des espaces de travail physiques lors de fusions-acquisitions internationales. J'ai fixé le papier. Le génie de la stratégie est devenu évident. La nouvelle entreprise d'Alexandre, Lambert et Associés, prévoit d'acquérir plusieurs petites entreprises britanniques pour s'implanter à Londres, a dit Geneviève, confirmant mes pensées. Ils auront besoin exactement de l'expertise que Léa Blanchard propose. Tu pourrais être engagé par l'une de ces entreprises avant même que l'acquisition n'ait lieu. Cela te donnera une raison légitime d'être à l'intérieur de leur monde. C'était le cheval de Troie parfait. Je ne serais pas une étrangère essayant de regarder à l'intérieur. Je serais l'experte invitée entre les murs même de son nouvel empire. Il y a une dernière étape, a dit Geneviève, son ton devenant plus sérieux. Les papiers sont une chose. Vivre cette identité en est une autre. Tu dois désapprendre à être Amélie. Sa posture, ses tournures de phrases, sa déférence. Nous avons quelqu'un qui peut aider. Les 3 jours suivants ont été une masterclass en transformation psychologique. Une femme, nommée Dr Isabelle Renaud, une ancienne analyste comportementale de la DGSE, a travaillé avec moi. Elle était implacable. Elle a corrigé ma posture. Amélie se tient comme si elle s'excusait de prendre de la place. Léa possède son espace. Elle a rééduqué mon discours. Amélie adoucit ses opinions avec des réserves. Léa expose son analyse avec assurance. Elle a même changé la façon dont j'établissais le contact visuel. C'était épuisant. Je réapprenais une mémoire musculaire qui s'était solidifiée pendant une décennie. À la fin du 3e jour, j'étais mentalement et physiquement épuisée. Mais j'étais différente. Quand je me regardais dans le miroir, je voyais Léa. Son regard était direct. Son sourire était authentique, pas appris. Sa confiance était méritée, pas empruntée. Le 4e jour, Geneviève m'a apporté une tablette. Ça a commencé, a-t-elle dit. Thomas a publié le premier paquet d'informations. Le titre venait du Monde. Lambert Capital ouvre une enquête interne sur son fondateur, Alexandre Lambert, suite à des allégations d'irrégularité financière. L'article, citant une source confidentielle, détaillait l'hypothèque non autorisée sur la propriété du quartier des Brotteaux et soulevait des questions sur un éventuel détournement de fonds de clients. L'image soigneusement construite d'Alexandre en victime tragique commençait à se fissurer. La confrontation avait commencé et Alexandre n'avait aucune idée que son plus grand adversaire était déjà derrière les lignes ennemies, se préparant pour le prochain mouvement. La vie à Londres s'est installée dans une routine calme et déterminée. Mon appartement à Islington est devenu mon sanctuaire et mon centre de commandement. Les matinées étaient consacrées à l'établissement de la présence de Léa Blanchard. Je passais des heures dans des cafés avec mon ordinateur portable ouvert, rédigeant des propositions et envoyant des emails à de petits et moyens cabinets d'architecture et de design à travers la ville. Je ne jouais pas seulement un rôle, je construisais activement une entreprise légitime. Ma spécialisation, l'intégration des espaces de travail lors des fusions d'entreprises, était un créneau recherché dans une ville qui est un centre financier et juridique mondial. C'était la couverture parfaite, utilisant mon expertise réelle et fournissant une raison plausible pour m'intéresser au type exact d'entreprise qu'Alexandre ciblait pour une acquisition. Les après-midi étaient consacrés à l'exploration. Je marchais des kilomètres, apprenant les rues de Londres, des squares ombragés de Bloomsbury au chaos vibrant de South Bank. Je dessinais des bâtiments dans un petit carnet Moleskine, sentant une partie de moi qui avait été en sommeil pendant 10 ans se réveiller lentement. À Lyon, j'étais Madame Alexandre Lambert. Ici, j'étais juste Léa, une femme avec un carnet de croquis et un avenir. L'anonymat était enivrant. J'étais prudente. Je payais tout en espèces ou avec ma carte de débit britannique. Je variais mes itinéraires. J'évitais les quartiers chics et remplis d'expatriés comme Mayfair et Knightsbridge.
les endroits qu'Alexandre et Manon finiraient par fréquenter. J'étais un fantôme, hantant délibérément les parties de la ville où ils ne penseraient jamais à me chercher. Chaque vendredi, je vérifiais le site du Fonds mondial pour la nature. Et chaque vendredi, un nouveau petit don apparaissait sur le registre public. Thomas était en sécurité. La simple confirmation était une ligne de vie, une conversation silencieuse à travers l'océan. 3 semaines après mon arrivée, la deuxième vague de l'attaque de Thomas a frappé. Cette fois, l'histoire était plus grande, une enquête dans les échos. L'épouse disparue et les millions manquants au cœur du réseau de tromperie d'Alexandre Lambert. L'article était un chef-d'œuvre. Il exposait méthodiquement la chronologie des manœuvres financières d'Alexandre, juxtaposées à ses appels publics pour « mon retour ». Il détaillait l'hypothèque frauduleuse, la SARL Offshore et l'achat du penthouse de Knightsbridge. L'article ne se contentait pas d'insinuer des malversations, il fournissait une feuille de route de sa fraude. Fait crucial, il citait un expert en graphologie qui a jugé la signature sur les documents de prêt de haute qualité, mais sans aucun doute une contrefaçon. La narration s'est effondrée du jour au lendemain. Alexandre n'était plus le mari éploré, il était le principal suspect dans une histoire de cupidité et de trahison. La police de Lyon, confrontée à l'humiliation publique d'avoir été si facilement manipulée, a immédiatement requalifié mon dossier et l'AMF a officiellement lancé une enquête formelle sur Lambert Capital. J'ai lu l'article dans mon petit appartement londonien, mon thé refroidissant dans mes mains. Il n'y avait ni triomphe, ni jubilation, juste une satisfaction froide et sombre. C'était la conséquence inévitable de ses actes. Je n'avais pas orchestré sa chute. J'avais simplement allumé la lumière pour que le monde voie le monstre qu'il avait toujours été. Mon téléphone, le téléphone sécurisé que Geneviève m'avait donné, a émis un bip avec un message d'un numéro inconnu. Le protocole était simple. Si le message était authentique, il contiendrait un code spécial à 5 chiffres. Le code était là. Le message était bref. Il est distrait. Le conseil d'administration le pousse dehors. Manon engage des avocats. Il est temps de semer les graines. G. Il était temps pour Léa Blanchard de passer à l'action. Le lendemain, j'ai assisté à un événement de réseautage pour les professionnels du design commercial à Shoreditch. Je me suis mêlée aux autres, j'ai engagé la conversation, j'ai discuté des tendances en matière de conception de bureaux durables. Je n'étais plus l'épouse silencieuse qui se tenait dans l'ombre de son mari. J'étais une professionnelle, parlant avec autorité de mon sujet de prédilection. J'ai ciblé une conversation avec l'associé directeur d'un cabinet appelé Finch & Sterling, une entreprise britannique respectable et historique qui, je le savais par mes recherches, était en difficulté financière et mûre pour une acquisition. Je savais aussi qu'elle était en tête de la liste des cibles d'Alexandre. Je me suis présentée comme Léa Blanchard. J'ai parlé de mon travail récent en Suisse, où j'ai aidé 2 banques en fusion à intégrer leurs espaces de travail sans perte de productivité. L'associé, un homme nommé Michel Garnier, était intrigué. C'est exactement le genre de problème que nous pourrions rencontrer, a-t-il admis, sa garde baissée après 2 verres de vin. Nous sommes en pourparlers pour un partenariat potentiel avec une grande entité française. C'est un processus délicat, ai-je dit avec sympathie. La fusion des cultures d'entreprise n'est pas seulement une question de ressources humaines, c'est aussi une question d'architecture. L'espace physique dicte la manière dont les gens interagissent, collaborent et comment ils perçoivent le changement. Je lui ai donné ma carte de visite. Si jamais vous avez besoin d'une consultante indépendante pour vous aider à gérer cette transition, je serai ravie d'en discuter. Il a pris la carte avec une expression pensive. Léa Blanchard, je la garde. Il est fort probable que nous vous contactions. Cette nuit-là, je suis rentrée chez moi sous la douce lueur des lampadaires de Londres. C'était un risque, un pas délibéré vers la tempête, but cela semblait juste. Alexandre avait construit son empire sur la tromperie, en utilisant les gens comme des pions.
J'utilisais mon intelligence et mes compétences réelles pour construire une nouvelle vie. Et si cette vie m'offrait une place au premier rang pour assister à sa chute, c'était une justice poétique que j'étais prête à accepter. Le calme était terminé, la tempête approchait, et pour la première fois, j'étais prête à y entrer de plein pied. La vue de mon bureau au 22e étage donnait sur le cœur historique de Londres. 1 an plus tôt, j'étais arrivée ici comme un fantôme, une femme avec un faux nom et un secret. Aujourd'hui, Léa Blanchard était l'une des consultantes en architecture les plus recherchées de la ville. Mon cabinet, Blanchard Integration Strategies, avait une liste d'attente de clients. Je l'avais construit à partir de rien, uniquement sur le mérite et l'expertise. Ma main reposait sur mon ventre arrondi. Mon fils, qui devait naître dans 6 semaines, était mon réconfort constant. Il était mon pourquoi, la raison de chaque risque que j'avais pris. Une notification sur mon écran provenait du Monde. J'ai cliqué sur le lien avec un calme parfait. Le financier français Alexandre Lambert, condamné à une peine de 7 à 10 ans dans une maison centrale pour fraude et détournement de fonds. J'ai parcouru l'article. Alexandre avait plaidé coupable. Les preuves contre lui, construites à partir des documents que j'avais fournis, étaient accablantes. Lambert Capital était en faillite, ses actifs saisis et liquidés. Ses anciens partenaires s'étaient retournés contre lui, cherchant à sauver leur propre peau. L'empire dont il était si fier n'était plus qu'un tas de cendres juridiques. Une brève note séparée mentionnait Manon Lefebvre. Elle avait témoigné contre Alexandre en échange de l'immunité. Sa carrière était ruinée. On l'avait vu pour la dernière fois embarquer sur un vol pour sa ville natale dans l'Oise, cachant son visage des paparazzis. Le penthouse de Knightsbridge avait été saisi comme produit du crime. La vie à laquelle elle s'était accrochée avait disparu aussi vite qu'elle était apparue. Mon téléphone sécurisé, utilisé uniquement pour le contact avec le réseau, a vibré. C'était un message de Thomas, notre premier contact direct en 1 an. Une forme de justice. La maison du quartier des Brotteaux a été vendue aux enchères aujourd'hui. Le dernier lien est rompu. Tu es libre, Léa, vraiment. J'ai regardé l'horizon de Londres. Étais-je libre ? J'étais devenue libre au moment où j'avais quitté cette salle de bal. Ceci n'était que l'épilogue. L'histoire n'était plus à propos d'Alexandre, elle était à propos de moi. L'ironie était que mon plus gros client était le consortium qui avait absorbé les restes de Finch et Sterling, la firme même qu'Alexandre avait tenté d'acheter. J'avais été engagée pour superviser la refonte complète et l'intégration culturelle de leur nouveau siège londonien. Je construisais littéralement un nouvel avenir sur les ruines de ces ambitions ratées. On a frappé doucement à la porte de mon bureau. Mon assistante, une jeune femme compétente nommée Chloé, a passé la tête. « Nichel Garnier est là pour vous voir. Faites-le entrer, dis-je. » Nichel, l'ancienne associée de Finch et Sterling et maintenant un cadre supérieur de la nouvelle entité, est entré. Au cours de l'année écoulée, il était devenu un ami et un mentor bienveillant et fiable. « Léa, a-t-il dit, une étrange sympathie sur son visage. Vous avez vu les nouvelles concernant ce financier français, Alexandre Lambert ? » J'ai gardé une expression neutre. J'ai vu le titre, une histoire édifiante. En effet, Nichel a secoué la tête. J'en parle parce que, c'est un peu étrange. Lorsque nous étions en pourparlers préliminaires avec ses collaborateurs pour le rachat il y a 1 an, ils ont mentionné sa femme, une architecte. Elle s'appelait Amélie Dubois. Il m'a regardé, une lueur de curiosité dans ses yeux. Il disait qu'elle avait disparu sans laisser de traces, une terrible tragédie. J'ai juste pensé, quelle étrange coïncidence. Toutes les 2 architectes, toutes les 2, enfin, vous voyez. Mon cœur a fait un bond, mais ma voix est restée stable. Le monde est plein de coïncidences, Michel. Maintenant, concernant les plans pour l'atrium du 4e étage. Nous sommes passés aux affaires et le moment est passé. Mais c'était un rappel brutal de la proximité entre les 2 mondes d'Amélie et de Léa. Le fantôme du passé était toujours là, juste sous la surface. Plus tard ce soir-là,
En rentrant chez moi sous une fine pluie londonienne, j'ai repensé à ces mots. Une tragédie. Le monde voyait la disparition d'Amélie Dubois comme une tragédie. La triste fin de l'histoire d'une femme brisée. Il ne savait pas que c'était une naissance. Je me suis arrêtée devant une petite librairie indépendante. Une lumière chaude se déversait sur le trottoir mouillé. Dans la vitrine se trouvait un livre intitulé « Femmes invisibles », comment la société efface la contribution des femmes. 1 an plus tôt, j'étais l'une d'entre elles. Ma contribution à notre vie, notre maison, nos finances, tout avait été effacé par Alexandre pour sa propre légende. Il avait essayé de me rendre invisible, alors je le suis devenue. Et dans cette invisibilité, j'ai trouvé ma force, j'ai trouvé ma voix, j'ai trouvé mon pouvoir. J'ai continué mon chemin, la main sur mon ventre, sentant les légers coups de mon fils. Il naîtrait ici, à Londres. Il aurait un passeport britannique. Il grandirait en ne connaissant que Léa Blanchard, une femme qui construit, une femme forte et indépendante. Il ne connaîtrait jamais l'ombre d'Alexandre Lambert. Cette histoire n'était pas une histoire de vengeance. Je le comprenais maintenant. La vengeance est un feu qui consume tout sur son passage. C'était une histoire de reconquête. J'avais reconquis mon nom, ma carrière, mon avenir et le droit d'amener mon enfant dans un monde de sécurité et d'intégrité. Alexandre n'était pas un monstre que j'avais terrassé. Il n'était qu'une faiblesse structurelle dans ma vieillie. Une fondation défectueuse que je devais démolir avant de pouvoir construire quelque chose de vrai et de durable. Et j'étais, avant tout, une architecte. Le parcours d'Amélie, d'épouse dévouée et silencieuse à puissante architecte de son propre destin, montre que parfois, le plus grand acte de défi n'est pas une déclaration bruyante, mais une disparition silencieuse et méticuleusement planifiée. Elle n'a pas seulement fui son mari, elle l'a déjoué, a reconquis son identité et a construit un nouvel avenir selon ses propres termes, prouvant que la vraie liberté n'est pas de fuir, mais de reconstruire stratégiquement. Son histoire est un rappel puissant que les personnes les plus silencieuses ont souvent les esprits les plus résilients.